Aujourd'hui, on a parlé de santé mentale. Je me demande, est-ce que les médecins de travail que nous avons en entreprise, est-ce qu'ils sont outillés pour gérer efficacement des cas de harcèlement? Merci, Bekanti. C'est une petite colle parce que C'est exactement ce que je vais disais. m'attirer un peu les foudres Mais quand il ne met pas les docteurs dans les problèmes. C'est une émission sans tabou, je précise. Malheureusement, non. Malheureusement, non. Malheureusement, non. Certains, oui, lorsqu'ils se font former par rapport à cela, mais la grande majorité, non, malheureusement. Et je pense qu'il y a une initiative, justement, actuellement, du ministère du Programme national de santé mentale pour essayer de former également les médecins d'entreprise sur la gestion de ces aspects psychologiques et mentaux dans le cadre de leur travail. Néanmoins, en tant que professionnel de santé, on a cette capacité d'écoute qui peut aider à déceler parfois des situations. Et puis, les malades ou les personnes, les victimes, se confient plus facilement à un professionnel de santé que même au RH parfois, auquel parfois ils n'ont pas nécessairement confiance. Et ils ont un rôle essentiel parce qu'ils peuvent aider à identifier beaucoup de situations et ils peuvent aussi aider à les résoudre, en fait. Je vais vous donner une petite anecdote. Pendant la période du Covid, et c'est dans une institution financière d'ailleurs, il y avait un collaborateur justement qui se sentait mal, on va dire qu'il y avait une vraie mésentente avec son patron. Il considérait que son patron le harcelait, tout et tout. Et donc, il est venu au bureau et il ne s'est pas senti bien parce que, justement, l'environnement ne lui convenait pas. Il est descendu voir le médecin pour parler avec le médecin. Mais figurez-vous que son patron est descendu jusqu'au bureau du médecin, ouvrit la porte du médecin et demandait à ce que le monsieur remonte à son poste. Vous imaginez ce genre de situation. Je donne cette anecdote-là simplement pour dire que face à une situation comme celle-là, si le médecin n'est pas capable d'avoir la bonne attitude, en fait, on donne un signal au malade ou à la personne qu'elle est livrée à elle-même. Et le médecin, justement, a eu la bonne attitude. Il a rappelé au responsable que son bureau, c'est son bureau et qu'il n'a pas le droit de venir entrer dans le bureau comme ça. Donc, vous voyez, voilà. Donc c'est aussi ça. Et la formation dont on parle, elle n'est pas uniquement pour les employés, les managers, elle est aussi pour les professionnels de santé qui sont dans le milieu du travail parce qu'ils sont des relais importants. Alors, merci beaucoup, docteur. Vous avez dit quelque chose qui m'a captivée. Vous avez parlé de confiance que les victimes doivent avoir envers leur directeur des ressources humaines. Je me tourne donc vers Anne pour lui demander comment est-ce que les directeurs des ressources humaines doivent agir, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que les victimes de harcèlement, bien même les employés, aient confiance en eux, de telle sorte que ces victimes-là puissent venir en toute quiétude se confier à un directeur des ressources humaines. Merci beaucoup, Bekanti. Merci, docteur. Ce que vous dites m'édifie vraiment. Je crois que la confiance n'est pas événementielle. C'est-à-dire que ce n'est pas le jour où il faut parler que la confiance est. La confiance se construit. C'est dans le quotidien avec le gestionnaire RH qu'on se dit que c'est quelqu'un de fiable. Donc la fiabilité, c'est un constat constant et durable sur le temps. Et donc, dans votre rapport à la confidentialité en tant que RH au quotidien, vos collaborateurs sauront s'ils peuvent se fier à vous, s'ils peuvent se confier à vous. Comment vous gérez les informations? Est-ce qu'il y a des fuites de temps en temps? Exactement. Est-ce que pendant que, même sur des choses anodines, des sujets familiaux, quand quelqu'un vous en parle, comment est-ce que vous traitez l'information? Est-ce que facilement, ça peut se retrouver dans d'autres Donc, ça commence déjà par là. forums Exactement. où la personne est surprise d'entendre une information qu'elle vous a confiée dans un cadre confidentiel. Donc, c'est très important la gestion des informations en tant que RH. Très bien. Moi, en général, j'ai un motto, je dis « No memories, no desires », c'est-à-dire je me rappelle pas de ce que tu m'as dit hier. C'est rentré ici, c'est sorti. Voilà. Si tu reviens m'en parler, sauf quand il s'agit par exemple de cas graves comme de harcèlement,
Mais si tu reviens me parler de quelque chose, c'est que tu remets quelque chose sur la table, on peut en reparler. Mais il n'est pas possible de parler d'un sujet personnel devant des personnes qui n'étaient pas là au moment où c'était le cas. Et même si quelqu'un d'autre vous parle d'un sujet dont vous êtes informé, assurez-vous que vous êtes censé en être informé avant d'en parler. Donc, c'est Exactement. dans le quotidien avec quelqu'un qu'on expérimente si on doit avoir confiance en cette personne ou pas. Et ça, c'est un rôle, tout ça tient à la crédibilité du gestionnaire ou bien du Exactement. spécialiste des ressources humaines. Comment est-ce que vous gérez l'information? Comment vous gérez vos interactions? Et comment est-ce que vous partagez l'information? Qu'est-ce qui doit être su pour pouvoir s'assurer d'une certaine efficacité organisationnelle et puis d'une crédibilité institutionnelle? Qu'est-ce qu'il faut garder pour assurer aussi la confiance avec le collaborateur? Donc, c'est un rôle d'équilibre qu'il faut vraiment jouer et qui est très sérieux et dont chaque minute dans notre travail en tant que RH doit transpirer en quelque sorte. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Anne. Du coup, je vous demande comment engager les dirigeants de l'entreprise sur cette affaire de lutte contre le harcèlement. Alors, ça aurait été tellement simple, Bécanti, s'il y avait un cadre législatif qui était un peu contraignant, qui serait un peu contraignant pour les entreprises et les organisations. Mais il n'y a pas de loi anti-harcèlement encore en Côte d'Ivoire. C'est une raison pour laquelle l'ONG WICAP continue de plaider. Mais en l'absence de cela, il faut que les gestionnaires RH et les parties prenantes sociales comme les médecins du travail, les psychologues du travail prennent les choses en main et mettre en place ce cadre au sein de l'entreprise. En général, les dirigeants, je dis souvent qu'il faut parler aux gens en fonction du langage, de leur langage. Les dirigeants sont préoccupés par la performance de leurs organisations et la productivité. Et souvent, on se lance dans beaucoup de mots, mais il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de statistiques à la fin. Donc, quelle est l'étude approfondie qu'on fait quand des dirigeants ne sont pas convaincus de la pertinence d'un sujet? Quelle est l'étude approfondie qu'on fait? Et comment est-ce qu'on mesure l'impact du phénomène qu'on a observé et qu'on veut éradiquer sur les performances et la productivité de l'entreprise? Je pense que c'est très facile et aisé de mettre en lien la santé mentale et l'occurrence du harcèlement dans un environnement avec la productivité et la performance d'une organisation. Donc, c'est ce travail-là, il ne faut pas être paresseux, il faut faire un travail structuré qu'on présente aux personnes qu'il faut et naturellement, il n'y a aucun dirigeant d'entreprise qui se dira « mon entreprise peut être touchée, donc je ne vais pas le faire ». Mais il faut être pertinent, il faut être crédible, il ne faut pas juste venir avec de grandes théories et de grands concepts. Merci, chère Anne. Il ne faut pas venir avec des grandes idées, des grandes théories, mais il faut être plutôt concret, pertinent. Merci, Anne. Docteur Touré, comment les professionnels de la santé mentale peuvent-ils travailler en collaboration avec les directeurs de ressources humaines pour soutenir les victimes de harcèlement ou même pour prévenir? Je dirais que le meilleur travail à faire, c'est celui de la prévention. Et aujourd'hui, il y a une notion qui passe de plus en plus. On parle des risques psychosociaux. Et dans les risques psychosociaux, justement, le harcèlement, en fait, ils sont trois. Vous avez le stress, vous avez tout ce qui est harcèlement, que ce soit moral ou autre. Et puis, vous avez aussi du harcèlement qui vient de l'extérieur, on va dire en termes de violence, qu'on peut observer par rapport aux clients, quelquefois, qui ont des mauvaises attitudes sur le travailleur. Donc, il y a cette évaluation-là d'abord qu'il faut faire. Et je suis très content que Mme Dossi parle justement d'évaluation, parce que ce sont des éléments qui permettent de montrer effectivement qu'il y a un problème. Bon, j'ai eu à réaliser déjà plusieurs enquêtes dans plusieurs organisations, et les chefs d'entreprise tombent des nues quand ils se rendent compte que, par exemple, il a 20% ou 30% de ses collaborateurs qui sont dans des états de stress avancé. Et il y a des études qui sont sorties aussi de l'OIT. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, vous savez que sur 260 millions d'employés, on a 70% d'entre eux qui vivent dans un état de stress permanent. Wow. Pour dire que ce stress-là peut venir de différentes choses. Et si on veut faire ressortir les éléments, on se rend compte que, par exemple, il y en a 22 millions parmi eux qui développent soit de l'anxiété, soit de la dépression. Donc, pour dire qu'il y a des chiffres, oui, mais souvent, on aime bien avoir les chiffres de notre propre entreprise. Exactement. Et ça passe par, justement, les enquêtes psychosociales. Et ce sont les RH qui sont les principales personnes qui peuvent diligenter ce type d'enquête-là. Ça, c'est la première chose qu'on peut faire avec.
La deuxième chose, c'est la formation. Tel qu'on a des relais santé-sécurité au sein des entreprises, il faut aussi avoir des relais santé-sécurité psychologique qui peuvent aider aussi à développer des activités au quotidien, qui vont aider à maintenir justement cette communication de zéro tolérance en termes de harcèlement et qui va constituer un peu comme des garde-fous, des freins pour les harceleurs potentiels qui peuvent être dans l'entreprise et qui vont sentir qu'il y a une certaine pression pour Exactement. les obliger à changer cette attitude-là. Et puis, la troisième chose que je dirais, c'est de mettre en place également un processus de gestion des cas. Parce que malheureusement, il y aura toujours des cas. Et comment on gère ces cas-là? En maintenant l'anonymat. Donc, ce processus-là peut être en collaboration avec le médecin d'entreprise. Mais s'il n'y a pas un médecin d'entreprise, on peut avoir justement un système avec des entités qui travaillent dans le domaine de la santé mentale, de manière à pouvoir donner l'opportunité, dès qu'il y a un souci, à un collaborateur de pouvoir s'exprimer. Ça permet déjà d'avoir des remontées immédiates qui peuvent permettre de couper la chaîne qui est en train de se mettre en place en termes donc, de harcèlement. Donc, il y a aussi d'autres techniques, mais je pense que ces trois-là sont primordiales. D'accord. Merci infiniment, Dr Touré, pour ces astuces-là. J'espère que les directeurs des ressources humaines nous regardent et qu'ils en prendront de la graine. Merci infiniment. Je vais revenir sur l'idée d'enquête dont on a parlé au début. Est-ce que les prétendues victimes de harcèlement doivent elles-mêmes constituer des dossiers de preuve contre le harceleur? Chère Anne. Alors, tout dépend en ce moment-là de la solidité psychologique de la personne, parce qu'il peut arriver que la personne soit vraiment brisée au point où il y a des choses qu'elle ne peut pas gérer. Mais si vous en avez la possibilité, si vous ressentez la capacité psychologique, il est important de réunir le maximum de preuves. Aujourd'hui, les harceleurs sont devenus 2.0 et ils sont très malins. Ils vont vous appeler, par exemple. Donc, c'est difficile de faire une pause et puis d'enregistrer ce que quelqu'un est en train de dire, parce que ça commence par une conversation tout à fait professionnelle pour aboutir à des discussions un peu plus grivoises. Donc, comment le faire? Mais si vous en avez la force et la capacité, ce n'est pas obligé, parce que suivant les cas, il peut y avoir des cas de destruction psychologique profonde. Et on ne va pas en vouloir à une victime de n'avoir pas recueilli des preuves. Non, elle n'est pas détective. Mais si elle peut, il y en a qui vont vous envoyer des photos, mais qu'on fait en une vue là, avec WhatsApp. Des captures d'écran. Voilà. Donc, il faut prendre un autre téléphone et puis on ne peut pas faire la capture. Il faut prendre un autre téléphone et puis photographier. S'il y en a qui ont des messages éphémères, il faut faire la capture d'écran, prendre un autre téléphone, photographier, garder tout ça, de sorte à ce que ce ne soit pas juste ce que j'ai dit. Je crois que le témoignage est quelque chose de très fort aussi dans ce genre d'enquête. Mais s'il y a en plus de ça des preuves écrites, des preuves audio, tout type de preuve est prenable dans le cas du harcèlement. Et il faut être très alerte. Et il y en a, par exemple, qui peuvent violenter dans des bureaux. Dès que vous êtes seul, j'ai déjà entendu des histoires comme ça, dès que le collaborateur ou la collaboratrice est seul, le patron ou la patronne a des attitudes d'un certain type, il faut signaler ce genre de cas. Il faut signaler parce que ce n'est pas tolérable. Merci Anne Dossi, Dr Touré, merci d'avoir été présent avec nous ce jour. Nous sommes à la fin de notre émission. Je vais vous demander quel est votre mot de fin, chère Anne Dossi. Merci Bekanti, merci docteur. J'ai beaucoup appris au cours de cette émission et j'en suis ravie. Alors, mon mot de fin, c'est qu'il y a différentes parties prenantes qui sont liées à la thématique du harcèlement. Il y a l'État, qu'il ne faut pas oublier. Il n'y a pas que le harceleur, le harcelé et les ressources humaines. Il y a l'État. L'État qui doit mettre en place le cadre législatif qu'il faut pour rassurer les potentielles victimes et tous les citoyens. Donc, il faut mettre en place le cadre psychologique le cadre législatif d'accompagnement nécessaire et le cadre législatif de sanctions aussi nécessaire. Donc, au-delà du cadre législatif, il faut au sein des entreprises mettre en place, indépendamment même de tout cadre législatif, mais dans le cadre de la responsabilité vis-à-vis des personnes que l'on emploie et vis-à-vis de la société de façon générale, il faut mettre en place un système qui permette déjà de sensibiliser les personnes
de sorte qu'il n'y ait pas de harcèlement anticipé, et aussi un système qui rassure des victimes potentielles où tout est partie prenante sur le fait qu'il y a zéro tolérance à ce type de fait. Et côté victime aussi, il faut dénoncer. Il faut comprendre qu'on est victime, on n'est pas coupable. On est victime, on est la personne qui a été abusée, on est la personne qui a subi quelque chose qui n'est pas normal, et il faut le dénoncer. Et si la personne à qui vous dénoncez ces choses n'est pas en mesure de prendre en charge votre cas, les anglophones disent il faut escalate, il faut aller à un autre niveau. Si cette personne-là ne peut pas, vous allez chez son supérieur hiérarchique. Et si son supérieur hiérarchique ne peut pas, il faut aller en dehors de l'entreprise, parce que si elle n'est pas capable, et se retourner contre cette entreprise est assez possible. D'accord. Merci beaucoup. Le mot est fort. Merci. Merci infiniment. Docteur Touré. Je pense que la première chose, c'est aussi de voir comment on peut sensibiliser nos chefs d'entreprise, parce qu'ils sont les premiers responsables de l'entreprise. Et ça passe par justement des enquêtes qu'il faut faire pour véritablement évaluer les risques psychologiques qui existent et puis travailler sur ces risques-là. La deuxième chose, c'est la formation. Autant pour nous aussi, professionnels de santé, surtout professionnels de la santé au travail, il est important de pouvoir intégrer ces aspects-là qui sont responsables justement des plus gros cas d'absentéisme qu'on peut observer et parfois de drames qu'on découvre au décours justement de ces situations-là. Et puis la troisième chose qui pour moi reste capitale, c'est de pouvoir mettre en place un système d'accompagnement des personnes qui sont victimes. Parce qu'on l'a dit tantôt, certaines personnes sont tellement brisées qu'elles sont incapables de pouvoir remonter l'information, de pouvoir réagir. Mais si elles savent qu'il y a des personnes, qu'elles soient internes à l'entreprise ou extérieures à l'entreprise, qui peuvent les écouter, qui peuvent les aider, elles auront une alternative qui pourra contribuer à améliorer leur bien-être et à les aider justement à faire face aux harceleurs et on va dire pourquoi pas à l'entreprise. Parce que la crainte, c'est je perds mon emploi, qu'est-ce que je fais? Donc il faut aussi l'aider au cas où elle décide de s'engager dans cette direction. Quelles sont les autres pistes qu'elles ont pour pouvoir justement retrouver peut-être du boulot ailleurs et avoir une meilleure vie loin de cet environnement toxique. D'accord. Merci, chère Anne Dossi. Merci d'avoir été présente aujourd'hui. Merci, docteur Touré. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Grâce à vos lumières, nous en savons davantage sur le harcèlement en milieu professionnel. Chères victimes, n'hésitez pas à vous rapprocher des directeurs de ressources humaines et également des professionnels comme les médecins du travail, comme le docteur Touré, pour déposer votre plainte auprès des directeurs de ressources humaines et pour être pris en charge par des médecins du travail. Je vous remercie, cher public, et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Moderne RH.